plaisir de modérer et qui concerne plus spécialement l'Europe du Sud, avec des interventions sur les mondes hispaniques, la Castille, Rome et l'église des Cagos, donc une session très méridionale. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Moi, j'ai un peu d'écho. Vous m'entendez bien? Bon. Voilà. Et donc, nous allons commencer par une première intervention d'Alejandro Gómez de la Sorbonne Nouvelle, donc, qui est spécialiste de la révolution haïtienne et de ses répercussions dans le monde atlantique, mais qui va nous parler plus spécialement aujourd'hui des alternisations et subalternisations dans les mondes hispaniques dans le long Moyen-Âge. Et donc, je lui laisse sans plus tarder la parole pour sa présentation et je vais couper mon micro pour éviter les interférences. Vous m'entendez? Oui. Oui, et le PowerPoint, c'est bon? Oui. D'accord, bon, c'est parti. Et bon, Valérie, merci beaucoup pour la présentation. Vincent et aux organisateurs, merci pour l'invitation. Je suis navré, je voulais dire bonjour être là, mais voilà, c'était pas pourri. Parfois, nous empêche de faire ce qu'on veut. Et bon, effectivement, je suis spécialiste de l'époque de révolution, de l'impact de la révolution haïtienne, Caraïbes, 18e, 19e. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation qui va un peu plus loin, jusqu'au XIVe siècle. Donc, ce n'est pas du tout mon terrain. Et je suppose qu'à la fin, on va me laminer, mais bon, peu importe. Ça fait partie de... En fait, c'est la deuxième présentation que j'ai faite de mon projet HDR, qui porte précisément sur cette thématique et de la longue durée. Et donc, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est souligner précisément les rapports entre les alternisations et la subalternisation, spécifiquement. Donc, je vais commencer en lisant une citation d'un travail de Bernard Lavallée. Il s'agit d'une demande de manumission d'esclaves à Guayaquil en 1807 par les protectores de pobres. Et voilà. Una solicitud tan justa merece todo el favor y consideraciones expresivas de las leyes, por lo mismo de ser la servidumbre contra razón de natura, según se explica en la Real Cédula, se refiere al Código Carolino de 1789, y don Alfonso el Sabio, c'est-à-dire el de 7 partidas. Es una condición violenta y odiosa que en lugar de ampliarse y favorecerse, debe restringirse y angustiarse. En consecuencia, ningún amo puede negar racionalmente la libertad al esclavo que le pide por su justo precio esa libertad en que nacían todos los hombres al principio y la que debemos apetecer que sea disfrutada por todos en consideración a que, siendo iguales por naturaleza, nos sentimos inclinados naturalmente a que sea igual la suerte de todos. Nous sommes à Guayaquil en 1807, je répète, c'est-à-dire nous sommes à la veille des indépendances. Et c'est assez curieux de trouver encore ces arguments assez médiévaux, à mon avis, très aristotélien, et qu'on trouve aussi ailleurs. On trouve aussi, par exemple, lors de la controverse de la Mita, à Potosí, à Chuquisaca, aux années 1790, et même durant les Cortes de Cádiz, le député de la Nouvelle-Espagne, Guridi Alcócer, évoque aussi les droits naturels et aussi la rationalité des Noirs pour s'opposer à la traite d'esclaves. Donc, et c'est là pour souligner d'abord les autorisations et la longévité des autorisations en lien avec l'esclavage et d'autres formes d'autorisation. Et donc, ce voyage vers le passé, bon, j'ai un regard d'un contemporaniste, c'est que je crois que parfois me permet de voir des choses différentes, ou autrement en tout cas. Donc, je vais commencer par quelques constats. Pourquoi ce voyage? Bon, d'abord, parce que la plupart des formes de travail forcé au XIXe siècle sont d'origine médiévale. On a les tributos, la mita, le peonage, l'enganche, même le debt labor, et l'engagisme. Voilà, on peut trouver les récits
qui remonte au Moyen-Âge. Et autre constat, c'est les problèmes, ce que j'appelle les vices historiographiques, la fausseté de ce qu'on appelle the early Spanish anti-slavery sentiments and ideas à la fin du XVIIIe siècle. Là, on dit que, voilà, à partir de certains propos, comme par exemple ceux d'Isidoro Antillón dans un essai qu'il a prononcé à Madrid en 1802, c'est le début de l'époque abolitionniste, pour utiliser l'expression de Robin Blackburn dans le monde hispanique. Et donc, on se pose la question, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les controverses et toutes les crises de conscience qui ont agité le monde hispanique et l'Europe médiévale depuis au moins le XIIIe siècle. Et là, on trouve des choses assez intéressantes. La historiographie des abolitions de l'esclavage évoque par exemple que c'est avec l'arrivée des parlements modernes que finalement l'esclavage est attaqué. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avant, on trouve d'autres contextes argumentatifs, pour user l'expression de Michael Billig. D'abord, dans les conciles religieux, dans la curia romaine, et puis après la transition de patronato à Portugal et puis à Castille, on voit que ce sont les conseils réels, las juntas, où los letrados, les juristes, les théologues font des propositions, donnent des avis, des pareceres, et finalement, c'est les rois, par droit réel, comme l'appelle Domingo de Soto, qui prennent une décision. Et là, dans ces contextes, il y a des individus qui sont favorables, au contraire, à l'asservissement et à l'esclavage. Et cette transition, à mon avis, avec les patronatos regios, c'est fondamental parce que là, dans les conseils réels, puis dans les conseils de Indias, on a vraiment des débats qui sont très modernes et qui ressemblent beaucoup à ce qui va se passer après dans l'Assemblée nationale française, dans le Parlement britannique, etc. Les juntas hispano-américaines, etc. Et autre chose qui été constatée, peut-être que, comme on dit en espagnol, je vais découvrir el agua tibia, non? Peut-être que vous connaissez déjà, mais pour moi, c'est venant du 19e siècle, c'est assez étonnant. Et sont les lignes rouges, c'est-à-dire ils sont tous ceux qui participent à ces débats, qui font des propositions, sont très clairs. Personne ne s'oppose à l'esclavage, personne ne s'oppose au servage, ça c'est très clair. Mais ils s'opposent lorsqu'il y a on passe une certaine ligne, lorsqu'il y a une exploitation abusive, comme dans le cas de Ius Malec Tractandi à Catalogne, los malos usos o los malos fueros, ou avec les Canariens, ou avec les indigènes, dont on essaye de les forcer à travailler davantage, ce qui mène à une réaction normalement des hommes d'église et plus tard des juristes et des théologues. Et l'esclavage déguisé, l'esclavage accepté, comme c'est le cas de l'encomienda, comme c'est le cas de la mita, à la fin tout au long de la période coloniale aux Amériques. Encore une fois, le cas de l'enganche, c'est assez frappant. Ce sont des phénomènes de longue durée. Vous savez là, on voit los estatutos de les associations pro-indígenas, qui a été fondée au Pérou en 1909. Et donc, pour les statuts, on a presque traduit entièrement les statuts de l'Anti-Slavery Society de Londres. Donc, il y a une influence directe de l'anti-esclavagisme qui est complètement différent déjà à l'esclavagisme du début du XIXe siècle, mais c'est assez important. Et autre aspect en lien avec ces liens rouges, c'est l'acceptation par les acteurs, même ceux qui sont subalternisés et racialisés. On trouve dans les sources, par exemple, chez les payesos catalans, nous sommes traités comme des morts, c'est-à-dire ils sont traités comme des esclaves, et chez les moriscos ou chez les Indiens, plus tard, nous sommes traités comme des Noirs. Donc, ça fait partie aussi de ces contextes particuliers qui est très long, comme je disais tout à l'heure. Autre aspect qui est important et que j'ai travaillé dans mon travail pour la révolution, ou l'impact de la révolution haïtienne, je travaille beaucoup les émotions.
Et donc, ce qui est vraiment passionnant à l'époque de révolutionnaire, c'est la façon dont les individus se sensibilisent pour la cause des esclaves, pour la cause des Indiens, etc. Mais pour cela, il y a au préalable une propagande ou un contraste, parce qu'il s'agit de représentation sociale. Et donc, on a une représentation au préalable, et puis on contraste cette représentation avec une réalité différente, et ça peut changer tout. C'est un peu ce qu'il fait Thomas Clarkson lorsqu'il fait cette espèce de tour des îles britanniques et puis les tours de France avec ses dessins de bâtonnets grillés et tout ça. Et donc, on trouve des phénomènes similaires dans les siècles précédents et même des campagnes comme celle de Bartolomé de las Casas, c'est très clair, à la mi-16e siècle. Autre aspect assez un trait assez frappant pour moi qui ai travaillé la révolution haïtienne, c'est les révoltes, les insurrections des Maures et puis des Moriscos au XVIe siècle et les liens établis par les chrétiens espagnols, les chrétiens hispaniques, pensant qu'il s'agit d'une sorte de cinquième colonne des Ottomans ou des Bénévères. C'est un peu comme, moi je me sentais sincèrement, c'est comme si je me retrouvais au XVIe siècle avec les Jacobins noirs, parce que c'est l'installation de l'ambiance d'insécurité qui se ressemble beaucoup à l'ambiance que j'ai étudiée à la fin du XVIIIe, qui a des conséquences claires, des conséquences en loi, des traitements des individus, etc. Et finalement, le dernier constat, c'est l'évolution de la pensée raciale hispanique. C'est-à-dire, nous avons toute cette chronologie de la transition de cette pensée raciale médiévale, basée sur la nation, sur l'origine, sur le lignage, passant par cette sorte par la généalogie, et puis par les autres formes de bioessentialisme des Lumières, et finalement le mythe des progrès et toute la vision de civiliser, dans le cas de l'Amérique espagnole, les indigènes. Mais ça ne se produit pas au même moment que dans d'autres endroits de l'espace atlantique. On a, par exemple, ce qui est très important pour mon étude, les cas de cet impact de cette sorte de notion de race des Lumières qui arrive très tardivement à l'Amérique espagnole, dans le monde hispanique. La première fois qu'on l'applique, je pense, dans le monde de l'Atlantique Nord et aux Caraïbes, c'est par l'histoire de la Jamaïque d'Edward Long de 1772. Et on n'a pas un Edward Long, à mon avis, dans le monde hispanique jusqu'au 1833, où José María Pando, un péruvien, publie un ouvrage, la réclamation de los vulnerados derechos de los hacendados du Pérou, où là, il justifie en termes maintenant très contemporains, racial, la subalternisation et l'esclavage. Et donc, comme vous voyez, c'est très tardif. De la même manière que le tournage généalogique ibérique, c'est très, très tôt par rapport à d'autres espaces. Et voilà. Et donc, dans ces contextes d'altérisation et subalternisation, il y a des constants qui sont associés à cette grande réflexion, une réflexion très large que vous connaissez tous, surtout beaucoup mieux que moi, sûrement, et de débat sur le dominium, sur la colonisation des autres, des infidèles, et l'esclavage et toute la réflexion sur la bonne guerre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir encore dans les débats, les discussions au XVIIe siècle, qu'on continue, par exemple, à citer à Innocent IV, le pape, qui a fait ces décrétales qui a marqué vraiment les esprits des siècles
après, dans lesquels il établit les critères pour lesquels on peut intervenir, on peut faire la guerre aux infidèles, la maltraitance de chrétiens, refuser l'entrée aux missionnaires, la usurpation des territoires chrétiens, comme pensait à l'époque que c'était le cas de l'Espagne, le cas des Terres Saintes, et la violation des droits naturels. C'est ça peut-être l'argument le plus fort, qui pour lui était la sodomie et l'idolâtrie, mais après, dans les siècles, les années postérieures, on va l'élargir. Par exemple, pour le cas des Indiens, l'argument qu'il utilise le plus, c'est le cannibalisme. Et donc, ce sont des arguments très, très longs qui vont durer toute la période moderne jusqu'à la veille de la période révolutionnaire. Mais il y a aussi tous les débats du XVe siècle, de ces sortes de postures contradictoires d'Eugène IV, de protéger les Canariens, à la fois qu'il les considère comme des sauvages innocents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas commis le péché qui justifie l'esclavage, mais en même temps, l'autorisation au portugais et puis au castillan de pouvoir réduire l'esclavage, les ennemis de la foi. Et donc, tous ces aspects sont là, et tout au long de cette époque, et appliqués avec mesure à chacun des cas, avec des particularités. Mais il y a bien entendu des exceptions. J'ai mis là le cas des Sardos, que vous savez, il y a eu un affrontement avec les rois dragons, Pierre, je crois que c'était Pierre IV, à la mi-14e siècle, et donc on a réduit l'esclavage des Sardos. Et donc, c'était leur péché, si on peut l'appeler péché, c'était un acte de lèse-majesté contre leur roi légitime. Et ce sont des catholiques, donc c'est peut-être une exception, on l'applique après beaucoup plus tard aux moriscos, mais bon, les moriscos, ils sont là, sont des convertis, et ils sont dégénérés, etc. Non, d'après les points de vue des acteurs de l'époque. Et donc, là, ce sont, à mon avis, les plus importantes controverses de l'époque. Bien sûr, il y a des sous-controverses à l'intérieur de chacune d'entre elles. Je vais revenir plus loin. Mais en tout cas, ils sont tous encadrés avec ces notions développées ou proposées par ces papes et aussi d'autres papes qui ont intervenu et d'autres théologiens. Je passe, si je peux. Okay, voilà. Quelles sont les conséquences de ces controverses aux crises de conscience, aux débats, aux discussions? Bon, il y en a pas mal comme vous pouvez le voir dans les tableaux, pas mal de décisions favorables à ceux qui étaient subalternisés. Et il y a des débats qui donnent un résultat, mais parfois il y a des révoltes qui mènent en lien avec d'autres situations, pour la guerre civile catalane, pour le cas de los payesos de Remença à Catalogne, finalement, on met fin à los malos usos, notamment ceux qui affectaient les payesos de Remença, mais ça ne veut pas dire qu'on va abolir le régime seigneurial. Et Ferdinand II le dit très clairement aux meneurs de la révolte, voilà, vous devez continuer à prêter serment à vos seigneurs et services, etc. Non, c'est normal, non, c'est l'ancien régime, c'est l'imaginaire de trois ordres. Et donc, d'autres types de servage, ce qui était appliqué aux judíos et mudéjares, le servus reyes qui s'étend avec l'expulsion des uns et des autres à la fin du 15e et au début du 16e. Et puis, on ne touche plus le système, le régime seigneurial jusqu'à l'époque de la juntas liberales au 19e siècle. Je mets là moriscos parce qu'on a ressuscité on a appliqué sur les moriscos certains
droit abusif, c'est un mal uso, c'est l'exiorgia, mais personne n'en parlait. C'est un aspect, un trait particulier de l'époque, dont les morts et les moriscos, ils se défendent eux-mêmes, surtout les moriscos. Mais apparemment, il n'y a pas, comme disait une historienne espagnole, il n'y a pas un Bartolomé de las Casas pour les moriscos. Enfin bref, et voilà, c'est toute l'époque coloniale est pleine des demandes et des plaintes de la part notamment de religieux, mais aussi des juristes pour améliorer la situation des indigènes. C'est-à-dire, il y a une critique al tributo, a los servicios, à la mita et d'autres formes d'exploitation servile à l'époque coloniale. Et c'est pas la même chose pour les cas de péonage qui se développe surtout dans la Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle, qui, tout comme les ganches, ne seront pas abolis jusqu'au début du XXe siècle. Par exemple, les ganches est aboli en 1909, au début de l'escandale del Putumayo, qui éclatait surtout au Royaume-Uni, parce que, comme je disais tout à l'heure, les ganches, on l'utilisait on les déguisait comme une sorte de nouveau esclavage. Et on a les cas des Grecs qui s'étaient considérés comme des hérétiques schismatiques. Il y a eu tout un processus de changement de représentation de l'autre qui a été favorisé notamment par la visite en Europe de Manuel II, paléologue, et aussi la menace ottomane. Et donc, ce sont des boules papales qui ne s'agit pas vraiment d'une abolition, mais ce sont des boules qui menacent les Génois et d'autres marchands de trafiquer avec des Grecs. Bon, les Canadiens, Eugène IV, c'est le premier qui n'interdit pas, mais en tout cas protège les Canadiens. Et puis tous les débats des Indiens, les Indiens de paix au temps de la reine Isabelle de Castilla. Et puis un autre débat, que c'est le débat sur les indios de guerre. C'est un débat énorme, c'est un débat très très large qui arrive jusqu'aux Philippines. Vous voyez, c'est à la fin du XVIIe siècle. Il y a tout un cycle de débat parce que c'est les droits royaux qui décident. Et donc, les Chichimecas ont leur propre loi, les Mapuches ont leur propre loi, et donc, ainsi de suite, jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage indigène en 1674. Et voilà, l'esclavage par buena guerra n'est jamais aboli, mais s'étend au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à l'accord entre Charles III et l'ennemi d'Argel en 1786. Et malheureusement pour les Noirs, ils doivent atteindre jusqu'à l'époque révolutionnaire. Mais il y en a une controverse importante à la fin du XVIIe siècle, lorsque deux capucins, Hack et Moirans, font une demande et accusent même la couronne de profiter et de pécher contre ces innocents noirs qui étaient capturés de manière illégale en Afrique. Donc, c'est peut-être les moments les plus... la controverse la plus importante à l'égard des Noirs. Et voilà, et j'arrive finalement à ce qui nous intéresse, c'est l'altérisation. Et donc, quels sont les arguments et les contre-arguments dans ces espaces, contextes argumentatifs dont je parlais tout à l'heure. Et donc, nous avons là à gauche pas tous, mais en tout cas, les secteurs altérisés, et qui sont peut-être effectivement de chrétiens, de paysans et aussi des schismatiques, jusqu'aux les convertis indigènes de régions d'outre-mer qui ont été annexés par Castille. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment presque tous les secteurs subalternisés ont utilisé ces arguments mythiques pour les justifier. On voit par exemple pour le cas de Payés aux Catalans de Remença, de la vieille Catalogne. On dit ils sont les traîtres de Charlemagne, ils se sont alliés avec les musulmans. Et pour les
pour le Moriscos, après la révolte de la fin des années 1578, non? Et donc, pour le réduire en esclavage, on évoque les Juifs, même s'il n'y a plus de Juifs, entre guillemets, et on dit la même chose, ils ont trahi la ville de Toledo au 7e siècle. Et donc, c'est une argumentation basée sur les Juifs, mais qui est appliquée aux Moriscos. Et pour le cas des Tartares, pas en Espagne, mais en tout cas, on essaye de les associer à la nation de Gog et Magog. Et puis, il y a toute cette myriade de variations de la marque de Caïn qui est appliquée notamment aux Juifs, mais qu'on trouve aussi appliquée à d'autres peuples, y compris les Sarrasins, à qui on applique notamment la malédiction d'Agar et Ismaël, mais qui on trouve aussi appliquée aux Juifs. Et un autre argument qui est utilisé souvent, et l'argument de, bon, ils sont mieux dans l'esclave, on peut les évangéliser plus facilement et les protéger, etc. C'est l'argument aussi qui est inspiré aussi d'Aristote, mais qui est repris après par Isidoro de Séville, et puis appliqué par Cisneros dans la révolte des morts, à la fin du 15e, début du 16e siècle, pour justifier l'esclavage de ces morts soulevés en Seconde Guerre. Et là, on passe à la guerre. Comme vous voyez, la Buena Guerra, c'est l'argument le plus important, presque tous, mais même les Juifs, lorsqu'ils sont appuyés à un monarque qui a perdu une guerre, notamment au XVe siècle, à Castille. Et donc, c'est omniprésent. Et donc, c'est les principaux arguments, ce sont les ennemis infidèles, comme disait la Siete Partidas. Et après les capitulations, bon, la Seconde Guerre, captifs de Seconde Guerre, et donc, c'est notamment la péninsule ibérique, mais aussi à Canarias, à Philippinas et aussi aux Amériques. Et j'ai 25 minutes déjà, donc je vais prendre encore 2 petites minutes pour terminer. Les cas des Grecs, entre guillemets, non, parce que ce sont notamment des chrétiens qui sont orthodoxes, mais aussi d'autres fois chrétiens de mer Noire et de l'Est de la Méditerranée. Donc, ce sont les schismatiques, donc ce sont des hérétiques, mais très particuliers. Et les cas, comme je disais tout à l'heure, de lèse-majesté appliqué aux sardos, mais il était aussi appliqué aux catalans par les Français lorsqu'ils ont envahi la Catalogne pour tous les problèmes des baies siciliennes 2 siècles auparavant. Et l'aspect de la dangerosité, c'est aussi quelque chose à tenir en compte. Et là, c'est notamment avec les musulmans, mais aussi, comme je vous disais, par rapport aux Noirs, ça devient de plus en plus important tout au long du XVIIe siècle, à mesure que les systèmes de plantation aux Caraïbes se développent. Et puis, les autres arguments, des sauvages rationnels, mais innocents, notamment les indigènes, insoumis, rationnels, mais innocents, les indigènes, mais qui continuent à résister. Et un autre argument altérissant, c'est les misérables. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Et la misérabilisation qui mérite une commisération à l'égard de ces individus subalternisés, et qui, il y a un marqueur important pour pouvoir identifier ça, c'est l'application de protectores, de défensores, cette figure romaine qui a été ressuscitée au 15e, au 14e siècle pour protéger les étrangers chrétiens et aussi les soldats. Bon, appliquer d'abord le protecteur des pauvres qui défend les Canadiens, les protecteurs de naturales, et puis il y aura aussi un protecteur de moriscos, un protecteur des esclaves ou des negros au XVIIe siècle. Et finalement, un argument qui n'est pas altérissant,
mais plutôt pratique, utilitaire, que c'est la conclusion à laquelle arrive le Conseil d'Indias en 1685. Oui, les esclaves noirs doivent être libres par le droit naturel, mais voilà, on en a besoin pour aider les Indiens. Et pour empêcher la ruine de las Indias. Et donc, en fin de compte, ils sont mieux esclaves que dans leur terre sauvage, etc. Et c'est le dernier argument que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'argument qu'on continue à évoquer, on va continuer à évoquer à Cuba tout au long du 19e siècle. Et bon, pour terminer, voilà. Et là, c'est bon, c'est en guise de conclusion, hein, j'ai encore pas mal de choses à faire avec ces projets. Mais ce qui est une variable assez importante, c'est l'acquittement, c'est-à-dire l'excuse des acheteurs. C'est quelque chose qui est économique, qui, comme vous savez, l'Espagne ne participe pas, en tout cas pas au même niveau que les Portugal et puis les autres puissances européennes à la traite. Et donc, ça permet d'excuser et de mieux vivre avec l'esclavage. C'est l'argument de Gallego. Et un autre aspect, bon, la législation et la pensée racine, j'en ai déjà parlé. Et une autre piste que j'aimerais bien d'explorer, pour établir des liens, notamment entre ces controverses, débats des mots de la modernité avec le 19e siècle, c'est la présence notamment de Bartolomé de las Casas, paroi de la leyenda negra, dans les écrits des Quakers anglo-saxons en Angleterre et en Amérique du Nord, tout au long du XVIIe siècle. Donc, ça veut dire que la légende noire, c'est aussi un moyen, ou une sorte de pont entre tous ces débats et les débats plus modernes, bon, postérieurs de la fin du XVIIe siècle. Et la meilleure preuve, c'est Henri Grégoire, qui cite souvent, et il y a même un petit texte de défense de Bartolomé de las Casas. Bon, j'ai déjà trop abusé de votre temps, 5 minutes. Je vous remercie de votre attention et je me tais tout de suite.